sur la seconde émission de la Radio Pomme. C'est encore moi, P Verte. J'espère que tout le monde va bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, la même nouvelle aussi donc, que Guy, donc le même auteur qui était donc, à la toute première, donc la première nouvelle donc, qui était il y a 2 jours, que je rappelle était Le Retour du Génial, donc qui est de son recueil donc L'Enfance en bouche et 9 autres nouvelles. Et donc aujourd'hui, nous allons lire L'Enfance en bouche. Le livre, la nouvelle qui est discutée. Donc cette nouvelle a été publiée le 25 décembre 2015 et est en licence CC BY SA, donc de Simon Guy Giraudot, où vous pouvez accéder à tous ces livres sur tilook.la, toutes les publications. L'Enfance en bouche, chapitre 1. Lorsqu'il vint au monde, Tim était tout ce qu'un parent pouvait espérer. Un petit bébé tout rose, tout rond, avec des cheveux épars qui lui faisaient une pénipette. 2 bras, 2 jambes, 10 doigts, 10 orteils, un petit nez retroussé de 2 yeux rieurs. L'ennui, c'est que rien d'autre que ses yeux ne pourrait jamais rire ou même sourire. Tim était dépourvu de bouche. Entre son nez et son menton s'étirait la même peau rose que sur ses joues, sans aucune paire de lèvres pour faire vibrer ses premiers cris. Les plus petits détails provoquaient souvent les réactions les plus disproportionnées, et cette affaire ne dérogua pas à la règle. La sage-femme hurla de surprise et le médecin tomba dans les pommes. Le glorieux papa prit la fuite et la pauvre maman se laissa mourir de chagrin. Oui, l'absence d'orifice buccal fut alors le moindre des malheurs du petit Tim. En d'autres temps, c'est en bête de foire qu'on l'aurait exposé, mais les foires étant alors passées de mode, ce fut en rat de laboratoire qu'il vécut ses premiers mois. Les médecins, experts et spécialistes accoururent, l'examinèrent, le testèrent, l'analysèrent, puis ils cédèrent la place à d'autres médecins, à d'autres experts de moindre expertise et d'autres spécialistes sans aucune spécialité. D'innombrables articles furent publiés, de la plus honnête des analyses au plus éhonté des canulars, à tel point qu'il est aujourd'hui difficile de démêler le vrai du faux. L'enfant possédait-il une bouche complètement close avec une langue et des dents cachées derrière? Ou était-ce une absence totale de cavité? Comment pouvait-il s'alimenter sans aucune voie d'accès à son système digestif? Les bruits les plus fous ont couru sur tous ces sujets, et nous ne pouvons maintenant que nous perdre en conjectures. On raconte même que le moindre rhume pouvait s'avérer fatal à l'enfant, et que la moindre catastrophe avait été frôlée plus d'une fois. Un ébouché devint sensiblement plus problématique lorsqu'aucun canal respiratoire n'est disponible. Peut-être augmenter le son pour vous, je pense. Voilà, là je pense que ce sera un peu mieux pour vous. On continue. La naissance de l'enfant sans bouche fit aussi grand bruit dans la presse pendant quelques jours avant d'être détrônée par les frasques d'un idiot télévisé standard. L'histoire ne marqua que légèrement l'imaginaire collectif et fut vite reléguée au rang de légende urbaine. Petit à petit, les curieux cessèrent de s'attrouper à l'hôpital que l'enfant n'avait jamais quitté. Les tests et les expériences, par contre, continuaient inlassablement. Le petit semblait destiné à passer sa vie entière à l'hôpital, mais par bonheur, il se trouva une personne pour le considérer comme un être humain et non comme un sujet d'étude. Le vieux médecin, qui avait eu la faiblesse de défaillir lors de l'accouchement, fut le premier à s'opposer à la poursuite des examens réalisés sur le petit Tim. Il dut pour cela batailler ferme avec certains de ses collègues, beaucoup moins compatissants. Son opposition devint alors au fil des semaines une source de tension qu'on lui fit comprendre qu'il faudrait choisir entre son poste ou l'enfant sans bouche. C'est ce qu'il fit 2 jours plus tard. Il prit sa retraite et adopta le petit Tim dans la foulée. On ne revit plus jamais ni le vieil homme ni le jeune enfant sans bouche franchir le seuil de cet hôpital. Voilà donc pour le premier chapitre. C'est assez rapide en effet car cette nouvelle fait, je regarde rapidement, elle fait une quarantaine de pages. Donc il y a environ 4 ou 5 chapitres, je ne sais plus vraiment. Attendez, je vais prendre un petit peu d'eau. Parce que cette fois, j'ai prévu donc de l'eau parce que la dernière fois, j'ai dû faire des pauses de 1 minute pour réussir à aller chercher de l'eau. Là, j'ai mon eau qui est prête. Ok. Sinon, est-ce que tout va bien? Il n'y a aucun problème de son? Tout est propre? Vous me dites, si jamais, n'oubliez pas dans le chat, vous pouvez très bien me le dire. Pour ceux qui sont en live, vous pouvez très bien me le dire si jamais il y a un problème et j'essaie de le résoudre tout de suite. J'ai entendu mon téléphone. Donc, continuons avec le chapitre 2. Pas de problème, parfait, merci. Attends, j'ai juste de penser à un petit truc. Donc ça c'est la seconde émission de la Radio Pomme. Je pense probablement faire
un autre moment. Je pense, aucun coupage, c'est parfait. Merci beaucoup de Forever Tout de me l'avoir dit. Donc je pense probablement la prochaine émission, la semaine prochaine. Je pense, je sais pas si vous êtes d'accord. Je fais trois trucs en même temps. Ah là là, aucun coupage. Donc, continuons avec le chapitre 2. Loin des noms blafards des couloirs de l'hôpital, la vie du petit Tim se rapprocha autant que possible d'une enfance normale. Le vieux médecin fraîchement retraité prit son rôle de père adoptif très au sérieux. Il savait que son vieillage ne lui laisserait que peu d'années à passer avec le petit. Il était assez âgé pour être son grand-père, voire son arrière-grand-père, mais il n'avait lui-même jamais eu d'enfant. Il offrait donc à son fils toute l'attention et tout le soin dont il avait besoin. Toutefois, marqué par le souvenir amer des premières semaines passées à l'hôpital, le vieux médecin faisait en sorte que l'enfant ne sorte presque jamais. Il le laissait profiter du grand air à loisir dans le grand jardin aux hautes haies derrière sa maison, mais il ne lui faisait jamais franchir que rarement le seuil de la propriété. Ce qui n'était que lors des jours de grand froid qu'une énorme écharpe nouée jusqu'en bas du nez lui permettait de cacher l'infirmité de son fils et de se promener avec lui sans attirer les regards des curieux. Le petit Tim ne souffrait d'aucun retard de développement et d'aucun handicap particulier, à l'exception de son absence de bouche. C'était un petit garçon calme et affectueux. Il avait bien sûr de grandes difficultés à communiquer, ce qui le rendait assez renfermé sur lui-même, mais rien de plus insurmontable qu'un autisme très léger. Néanmoins, Tim semblait souffrir de voir son père parler et d'entendre parfaitement sa voix, sans pouvoir l'imiter. S'il ne pouvait encore imaginer le concept d'infirmité, il devint malgré tout très vite conscient de sa différence. Un jour, le regard du petit Tim fut attiré par la couverture d'un livre dans la bibliothèque de son père. On y voyait un homme portant un étrange objet à sa bouche, sous les yeux fascinés d'une troupe d'enfants. Il le prit et l'apporta à son père. Ah, dit celui-ci, le joueur de flûte de Hamelin. Une histoire intéressante, c'est certain. Veux-tu que je te la lise? Le petit acquiesça et son père lui raconta toute l'histoire. Comment la ville de Hamelin avait engagé un joueur de flûte pour la débarrasser des rats. Comment celui-ci avait joué de la flûte jusqu'à hypnotiser les rats pour les faire se noyer dans une rivière loin de la ville. Comment les habitants refusèrent de le payer. Et comment, pour se venger, celui-ci réitéra son hypnose en visant cette fois les enfants de la ville. Cette histoire fit forte impression sur l'enfant. Cet organe dont il était dépourvu avait-il de si incroyables propriétés? Il pouvait être utilisé pour faire de la musique. Il pouvait entraîner les autres, soulever des foules. Sans même comprendre le sens de toutes ces questions, l'enfant ne sentit qu'avec plus de vigueur le manque qui l'affectait. On le voyait souvent porter à la main à son visage et caresser cette partie plate entre son nez et son menton. En revanche, l'une des conséquences heureuses de son handicap fut qu'il apprit à lire et à écrire très tôt. Son père lui lisait de nombreuses contes, voilà, je me... Son père lui lisait de nombreux contes, comme Le joueur de flûte de Hamelin, et il lui fallut beaucoup moins de temps qu'aux autres enfants pour comprendre qu'un mot n'avait pas besoin d'être énoncé pour avoir un sens. Lorsqu'il eut maîtrisé la lecture, il se rendit compte que les mots écrits pouvaient combler son manque. Il avait un moyen de communication à sa portée. S'il ne pouvait espérer parler ni même de jouer de la flûte, il avait, après tout, des mains parfaitement fonctionnelles. Il apprit à écrire en un temps record, motivé par l'idée de pouvoir enfin s'exprimer sans limite. Il restait aussi peu adroit de ses mains que les enfants de son âge, mais arrivait à écrire d'une manière suffisamment intelligible pour que son père puisse le lire. L'écriture fut aussi la première lueur d'espoir de l'enfant sans bouche. Malgré les années qui passaient, son écriture resta hâtive et biscornue. Les mots étaient bien plus longs à écrire qu'à dire, et dans sa hâte pour parler, Tim ne pouvait perdre qu'une seconde à former de jolies lettres. Bah, disait son père en rigolant, on en fera un médecin, il maîtrise déjà l'écriture des ordonnances. Les années s'écoulèrent ainsi, paisiblement. Voilà, je viens de lire le chapitre 2. J'espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, ce n'est pas du tout fini. Donc, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis donc bonjour. Je vois Enolrek, je lui dis bonjour. Enolrek, tu es en ligne. Bienvenue, n'hésite pas à faire un petit coucou. Je vais revoir de l'eau parce qu'en fait j'ai pris un petit dessert assez sucré. C'est sucré, je sens que je vais faire que boire de l'eau maintenant comme j'ai de l'eau juste à côté de moi. Je vais en profiter. C'est bon. Oui. Un petit rond. Et c'est reparti. Chapitre 3.
Le petit Tim grandissait, aussi heureux qu'un enfant pouvait l'être en étant plongé dans l'isolement, la lecture et l'écriture. Parfois, il passait des heures à observer les gens passer dans la rue devant la maison. Il se demandait comment étaient ces gens, s'ils ressemblaient à son père ou bien au personnage des livres qu'il entassait sur sa table de nuit. Son père le surprenait parfois ainsi, et le petit Tim faisait alors mine de n'avoir jeté qu'un rapide coup d'œil au dehors et se retourna à ses lectures. Le vieux médecin n'était pas dupe. Il savait que son fils ne pourrait rester éternellement cloîtré entre quatre murs, même s'il faisait tout pour éviter cette évidence. À la lecture et à l'écriture, s'étaient ajoutées des leçons de piano. L'histoire du joueur de flûte avait continué d'intriguer l'enfant, qui s'y découvrit par la même occasion une passion pour la musique. Les instruments avant lui-même étaient Les instruments avant lui étaient indubitablement inaccessibles. Aussi son père lui avait-il ouvert le vieux piano droit qu'il prenait la poussière dans le salon. Mais il fut bien court d'idées pour occuper son fils. Des journées de lecture et de musique ne suffisaient plus à assouvir sa curiosité. Un jour qu'il regardait mélancoliquement les gens passer devant la fenêtre de sa chambre, son père entra et, cette fois-ci, l'enfant ne se détourna pas de la fenêtre. Il jeta un œil à son père et pointa du doigt quelque chose à l'extérieur. Celui-ci s'approcha et vit, à travers de la vitre, un groupe d'enfants marcher dans la même direction. Ils vont à l'école, expliqua-t-il. L'enfant agita alors le doigt en direction de son torse. Tu vas aller à l'école toi aussi? Le petit acquiesça d'un mouvement de tête. Cela devait bien. Je me trompe. Petite pause, attendez. Interprète. Cela devait bien finir par arriver, pensait le vieux médecin. Il avait jusqu'alors assuré lui-même l'éducation du petit, mais il devait se rendre à l'évidence. La confrontation avec le monde extérieur était inévitable. Le petit Tim ne pouvait être enfermé dans une bulle à tout jamais. Il devait avoir l'occasion de rencontrer d'autres enfants, de se lier à eux, et de subir inévitablement d'autres méchancetés et moqueries. Lorsque la rentrée suivante arriva, Tim avait déjà 8 ans. Son père l'avait inscrit à l'école du quartier, et c'était avec une appréhension certaine qu'il l'y conduisit au début du mois de septembre. Il avait pris soin de prévenir le personnel de l'école, mais ne pouvait présumer des réactions des autres enfants, et de leurs parents. Lorsqu'ils arrivèrent devant les portes de l'école, la foule déjà attroupée devant manifesta un cortège de réactions somme toute très attendues. La plupart, après un regard surpris vers l'enfant sans bouche, feignaient l'indifférence et semblaient prétendre que tout était parfaitement normal. D'autres ne pouvaient s'empêcher de regarder constamment d'un regard ahuri avec toute la discrétion dont ils étaient capables, c'est-à-dire d'une manière incroyablement voyante. La plupart se rappelaient leurs enfants à l'ordre lorsque ceux-ci pointaient du doigt le jeune Tim d'un air fasciné. Le vieux médecin essaya de garder le sourire pour ne pas transmettre son malaise au petit Tim. Celui-ci leva la tête et lui lança un regard interrogateur. Il s'agenouilla auprès de lui. Les gens te regardent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un enfant sans bouche. Cela ne veut pas dire que c'est un problème. C'est juste différent. Et ils n'y sont pas habitués. Dans quelques semaines, ils ne te remarqueront même plus. Et s'ils continuent à te regarder, eh bien, c'est que tu es quelqu'un d'intéressant. Et c'est une bonne chose. Le petit Tim fit alors une chose étrange que son père avait déjà vue auparavant à plusieurs reprises. Il sourit. Oh, bien sûr, il ne pouvait s'agir d'un sourire normal, mais ses joues se polissaient d'une certaine manière et ses yeux faisaient plus rieurs. Tout comme les aveugles compensaient leur handicap par un développement accru de leurs autres sens, Tim transmettait à son visage entier les émotions qu'il ne pouvait exprimer par une bouche. Lorsque la cloche sonna, les enfants embrassèrent leurs parents et entrèrent dans la cour de l'école. Là, libérés des surveillances paternelles et maternelles, les petits se mirent à chuchoter avec excitation en lançant des regards à côté de l'enfant sans bouche. Le petit Tim s'en émut pas outre mesure, aucun n'avait l'air franchement moqueur ou agressif. C'était une simple vague de curiosité qui se répandait à travers les élèves. Un petit nouveau fait toujours parler de lui, mais rarement à ce niveau d'intensité. Les élèves furent invités à se mettre en rang deux par deux. Chaque enfant rejoignit son ou sa camarade favorite. Mais les quelques malchanceux qui souffraient déjà du rejet des autres groupes pouvaient s'organiser en paire et ne pas être isolés. Lorsque tous se furent rassemblés, le petit Tim se retrouva seul avec une petite fille qui n'avait elle non plus trouvé aucun camarade à qui tenir la main. Il lui tendit la sienne et entendit alors les autres enfants se mettre à rire. La petite fille ignora les moqueries et lui prit la main. Ah, coucou Envy, je viens de te voir. Comment ça va? Donc je te dis rapidement ce qui se passe. Donc je suis en train de lire une nouvelle de Guy qui met des livres libres de droit sur son site psylogue.net, donc que tu peux voir sur la scène. Et donc là je suis en train de lire le chapitre 3 de sa nouvelle L'enfant sans bouche. Eh ben je vais très très bien, merci.
Le vieux médecin avait mis le petit Tim en garde contre les réactions des autres enfants quant à son handicap. Ironiquement, il n'avait pas pensé à le prévenir que les moqueries pouvaient surgir de bien d'autres choses, comme le fait le plus banal pour un petit garçon ou une petite fille de se tenir la main. Je reste. Oh non mais t'inquiète, c'est bien. Si tu fais un petit coucou, c'est très très gentil. Merci, merci beaucoup. Travaille bien pour la vidéo de ce soir. Tim garda la tête baissée sur le chemin qui les mena à la salle de classe. Les rires s'évanouirent rapidement sous les remontrances de la maîtresse. Il s'assit à une table en la choisissant la plus banale possible. Ni trop devant, ni trop derrière. Proche de la fenêtre pour avoir l'impression de pouvoir s'échapper à tout instant. Il n'avait de toute façon pas d'autre place libre, mais quelques élèves se retournaient en pouffant discrètement. Ouais, faire plus nocturne, ouais, mais le soir, moi, je dors. Le soir, je fais dodo, donc... Après, de toute façon, il y a les rediffusions, donc après, tu peux regarder le soir, toi, comme ça, juste en écoutant tranquillement le soir. Parce qu'après, ce que j'avais pensé, peut-être après, c'est faire des podcasts. Comme ça, les gens pourront écouter quand ils veulent et il n'y aura pas de limite. Peut-être que prochainement, il y aura des podcasts. Voilà. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais, 21h. Et moi, justement, moi aussi, je suis posé à 21h. Ouais. Donc, continuons. Le petit Tim tourna la tête vers sa camarade. Elle avait de longs cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules, la peau légèrement bronzée et un bandit sur le front. Elle le dévisageait d'un air étrange. Ouais, MP, ouais, ouais, Capoué. Bah, justement, ouais, je suis sur le serveur. Je suis sur son serveur. Ouais, Spotify aussi, ouais, je pense. Sur PodCloud, c'est un outil pour faire des podcasts. Donc, ouais, je pense. Spotify, ouais, truc Deezer, truc comme ça, je pense que ça pourrait tout à fait être possible. Ouais, je regarderai. Et je demanderai probablement de l'aide à Capoué. Hmm. Merci en tout cas d'être venu, Ellie. Donc, elle avait de longs cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules, la peau légèrement bronzée et un bandit sur le front. Elle le dévisageait d'un air étrange. Il n'y avait ni moquerie ni curiosité dans son visage. Elle semblait juste chercher à savoir si Tim était vexé des rires des autres élèves, ou même si cela le dérangeait d'être assis à côté d'elle. Il lui sourit à la manière bien à lui. Elle plissa les lèvres dans un sourire bien plus classique, mais non moins chaleureux. Et le petit Tim comprit qu'il s'était fait une amie. Les enfants furent invités à indiquer leur prénom sur un petit écriteau en papier, et il apprit ainsi que sa nouvelle amie s'appelait Sarah. La maîtresse rappela à l'ordre plusieurs élèves qui se retournaient un peu trop souvent pour regarder Tim, mais dans l'ensemble, les premières heures de cours se déroulèrent sans incident. Quand ce fut l'heure de la récréation, les enfants se précipitèrent dehors pour aller jouer au ballon ou simplement pour se raconter leurs vacances d'été. Le petit Tim sortit aussi discrètement que possible, après tous les autres. Lorsqu'il se trouva un coin tranquille à l'écart, dans la cour de récréation, il s'aperçut que la petite Sarah était restée à ses côtés. Ils se sourirent à nouveau, et Tim sortit un petit carnet et un crayon de sa poche. Il gardait toujours de quoi parler sur lui. Tu es nouvelle toi aussi, écrivit-il. Il tendit le carnet à Sarah, qui lut le message. Mais alors, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit un stylo de son blouson. Il resta interdit un instant puis comprit. Elle n'allait pas lui répondre à voix haute. Elle voulait écrire elle aussi. Jamais son père n'avait répondu ainsi. Il parlait tout simplement. Elle griffonna très vite une réponse. Il constata qu'elle aussi avait une écriture hachée, biscornue, comme si elle essayait d'écrire plus vite qu'elle ne pensait. L'encre verte était encore humide lorsqu'elle tendit le carnet. Oui, mais moi je change souvent d'école. J'ai l'habitude qu'on se moque. Et toi? Moi je n'ai jamais été à l'école, lui répondit-il par le même moyen. Pourquoi ils se moquent? Parce qu'ils sont idiots. Puis elle arrêta d'écrire quelques secondes et ajouta. Je suis contente que tu ne sois pas idiot. S'il avait pu, le petit Tim aurait ri. Mais son expression fut suffisamment explicite et la petite se mit à rire pour de bon. Le reste de la journée se déroula de la même manière, les cours de manière studieuse et silencieuse, le repas à la cantine et la récréation de l'après-midi en compagnie de la petite Sarah, à se parler par carnet interposé. À la fin de la journée, plusieurs pages étaient remplies. Les deux enfants se firent un signe de la main pour se dire au revoir devant la grille de l'école. Sarah s'en alla entourée par ses parents, et Tim rejoignit son père qui le reconduisit à la maison. Alors, dit celui-ci avec une certaine appréhension, ça s'est bien passé. Tim repensa au regard, au sourire moqueur, au rire. Puis il pensa à Sarah et sourit. Oui, écrivit-il. Très bien. Et il eut beaucoup de mal à dormir cette nuit, trépignant d'impatience de retourner à l'école et de revoir Sarah. Il avait une fanfare qui résonnait dans lui, un grand hymne qui hurlait. Hé, tout le monde! J'ai eu une amie! J'ai eu une amie! Il était déjà tard lorsqu'il parvint à s'endormir. À la fin de l'après-midi, quand tous les enfants se dirigeaient vers
vers la foule de parents qui attendaient devant la grille. Ah non, excuse-moi, j'ai loupé un paragraphe. Mais le lendemain, lorsqu'il arriva dans la cour de l'école, la petite Sarah n'était pas là. Il ferma le rang des enfants deux par deux tout seul et s'installa à la même table que la veille, seul également. Il passait une grande partie de sa journée à épier le chemin qui menait à l'école par la fenêtre. Mais Sarah ne vint pas. À la fin de l'après-midi, quand tous les enfants se dirigeaient vers la foule de parents qui attendaient devant la grille, Tim alla rencontrer la maîtresse avec un petit mot, écrit sur son carnet. Où est Sarah? Ah, dit celle-ci en lisant le mot. Je suis désolée. Tim, mais elle ne viendra plus. Ses parents l'ont changée d'école. Apparemment, elle ne s'en sortait pas ici. Ils ont du mal à trouver un établissement qui la convienne. Elle haussa les épaules d'un air impuissant. Le petit Tim reprit son carnet et sortit de la classe d'un pas lent. Les fanfares de la nuit précédente s'étaient définitivement arrêtées. Il sentit comme un grand vide dans son ventre. Son père s'inquiéta devant son air triste, mais le petit lui assura que tout s'était à nouveau bien passé. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai, puisque rien de spécial n'était arrivé. Mis à part que le fait que Tim avait passé sa récréation et son repas de midi seul cette fois. Pendant les semaines qui suivirent, le petit Tim continua à chercher du regard son amie Sarah un peu partout. Hélas, il ne la revit pas, et les semaines et les mois passèrent en s'estompant peu à peu le souvenir de son ami, d'un jour jusqu'à ce qu'il finisse par oublier. Voilà donc pour le chapitre 3. J'ai très soif, je vais faire une petite pause, je vais vous mettre un petit peu de musique, et on se dit à dans 2 minutes. Nous pouvons repartir pour la suite. Donc, reprenons. Chapitre 4. Au fil des années, Tim avait développé une stratégie de socialisation prudente. Être le plus discret possible, tout faire pour ne pas se faire remarquer. Ce qui était de toute façon facilité par son mutisme. La curiosité de ses camarades de classe se mua peu à peu en une relative indifférence. Il ne se fit pas d'amis proches, mais ne souffrait d'aucune animosité non plus. Il participait aux jeux de la récréation et se trouvait souvent un camarade lorsqu'il fallait se mettre en rang deux par deux. Il n'était en quelque sorte fondu dans le paysage, même s'il restait en retrait la plupart du temps. Les choses se gâtèrent lorsqu'il entra au collège. La petite zone de confort qu'il avait réussi à s'aménager en assumant la place du petit élève discret qui ne gêne personne vola en éclats. Il fut plongé dans un nouvel établissement où d'innombrables enfants inconnus rejouèrent avec passion les scènes de la découverte des autres et de la distribution des rôles. À 8 ans, son absence de bouche n'avait provoqué qu'une curiosité innocente bien vite éclipsée par son amitié avec une fille, mais au collège, il eut pour la première fois le sentiment d'être une bête de foire. Son handicap était, assez ironiquement, sur toutes les lèvres. Il était l'attraction principale de l'établissement. Ses tentatives pour se faire oublier furent bien vaines. Lorsqu'on vous a collé le rôle du phénomène, au sujet duquel il est possible de tout bon de rire, il ne suffit pas de se faire le plus discret possible pour arrêter le film. Ce rôle, il est permanent. Seul le passage des années et de la jeunesse l'effacera, petit à petit. Tim savait qu'il devait se préparer à plusieurs années difficiles. Les plus forts s'attaquent toujours aux plus faibles, et de quoi de plus faible qu'un enfant qui n'a même pas la capacité physique de répliquer aux railleries qu'on lui lance. Le groupe qu'il avait de plus en plus, le groupe qui avait de plus ou moins réussi à intégrer à l'école primaire s'était dilué dans de nombreuses classes, et ses anciens camarades préféraient se joindre à la tendance générale, qui consistait à faire de Tim l'objet de tous les colibés, plutôt que de risquer de nager dans le contre-courant. Tim se dit avec amertume qu'il pouvait difficilement leur en vouloir. Il se rendit compte avec le temps qu'il haïssait purement et simplement le collège. Et pas seulement à cause de ce qui lui y vivait. L'intégralité des élèves semblait entraînée par une course à la popularité, à la vanité. Des clans se formaient, des couples aussi, des rivalités, des amitiés, puis ces clans se disputaient, se défaisaient, se détestaient, et se vengeaient les uns les autres. Et tout recommençait, en boucle, dans un cortège de petitesses et de méchanceté gratuites. Comme si ses camarades s'imaginaient filmer dans un grand jeu de télé-réalité où le plus idiot et le plus dominant était sacré vainqueur à la fin. Et d'où il était impossible de sortir, même si l'on méprisait cet état d'esprit, piégé pour de longues années. Les mêmes garçons qui l'avaient moqué lorsqu'il avait tenu la main d'une fille en primaire semblaient maintenant en compétition pour réaliser cet exploit, et réservaient de leur rire gras aux rares occasions où deux garçons ou deux filles se tenaient la main. Les codes changent, la bêtise reste. Ce fut à cette période que Tim commença à se renfermer un peu plus sur lui-même. Sa hâte de rencontrer les autres enfants de son âge lui semblait maintenant bien naïve. Alors qu'il avait tout fait pour rentrer à l'école quelques années auparavant,
Il comptait désormais les heures qui le séparaient de la délivrance de pouvoir rentrer chez lui. La maison était son havre. Il y passait des heures à jouer chez le vieux piano de son père. La musique devint... Ah bah attendez, je viens de voir que je voulais faire quelque chose, genre... mettre le nom du chapitre. J'avais oublié de faire ça. Attendez. Nous sommes donc au chapitre 4. Voilà, c'est bon. Comme ça, au moins, les gens qui arrivent au milieu peuvent voir ce qu'on fait. En même temps, sans devoir demander qu'est-ce qui se passe. Donc, continue. Ce fut à cette période... Ah non, j'ai dit... Oh là là. Ah là 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 là. Je lis les mêmes trucs. Alors, la musique devient pour lui associée à la paix et au calme après la tempête. Le collège était un vacarme de peur, de ressentiment, mais lorsqu'il s'asseyait devant son piano, il sentait une bulle se former autour de lui et le protéger. Petit à petit, la musique se mit à le suivre comme une carapace jusque dans les couloirs du collège. Il arriva à étouffer le bruit des réflexions en récitant les mélodies dans sa tête. Ce motif de tierce mineure descendante qu'il entendait tourner tournait encore, comme une berceuse. La, fa dièse. La, fa dièse. Il pouvait s'évader, s'imaginer être ailleurs. La, fa dièse. Ne pas être là, sur cette chaise en bois. La, fa dièse. Ne pas pouvoir cet ordre d'adolescents hostile sans raison. La, fa dièse. Il avait enfin un échappatoire. Une échappatoire, un bouclier contre la brutalité dont il était objet. Le vieux médecin s'aperçut très vite que son fils commençait à s'enfermer dans la solitude et s'en inquiéta. Pourtant personne ne semblait vouloir affronter le problème. On trouvait des excuses aux camarades de classe de Tim. Il faut bien que la jeunesse se passe, et vous savez comment sont les garçons. Ils sont juste taquins, il ne faut pas se vexer pour un peu d'humour. Tim avait déjà entendu ce déballage de clichés suffisamment souvent pour savoir l'ignorer et ne pas se laisser atteindre. Mais son père tomba de haut. Malheureusement, ce fut aussi la période où l'âge de celui-ci le rattrapa. Lorsque son fils fut âgé de 12 ans, il tomba gravement malade et se retrouva cloué au lit avec peu d'espoir d'en sortir un jour. Au moment où il avait été un peu dans l'ordre des Au moment où il aurait été dans l'ordre des choses qu'il prenne soin de Tim, ce fut à l'enfant de s'occuper de son père. Il prit alors bien soin de laisser ses souffrances sur le palier de la maison avant de rentrer pour ne pas accabler le vieil homme. Et le petit Tim, qui était d'ailleurs de moins en moins petit, attendait patiemment que l'orage passe. Dans son refuge intérieur, fait de musique et parfois de silence. Redoutant à la fois de l'avenir pour son père et en espérant les jours meilleurs pour lui-même. Continuons avec le chapitre 5. C'est bon, tout le monde, vous allez tous bien, vous n'êtes pas largués. D'accord, moi je vais en faire une petite pause. Comment trouvez-vous l'histoire? Vous trouvez que c'est comment? C'est bien, c'est un peu triste, c'est joli. Allez-y, balancez tous vos avis. Balancez tout. À fond, à fond. Comme ça, on va même pouvoir se dire qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. I'm good, l'histoire est bonne. Superbe. C'est cool que ça vous plaise. Moi, c'est assez sympathique. Mais c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est toujours pas la fin. Il reste encore le chapitre 5. Et il reste une vingtaine de pages. Je fais juste comme ça pour discuter un petit peu parce que je pense que c'est bien de discuter. Sinon, je pars tout seul. Et... Ah là là. Non, ce n'est pas la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc bah c'est cool si t'aimes bien Forever 2, c'est très gentil. Je vais juste désactiver Sound Alert parce que j'ai pas trop envie. Ah voilà, c'est bon. Et puis je réactiverai plus tard. Le livre est bien, merci. C'est vraiment un très bon livre quand même. Je trouve ce qu'il a fait Guy, c'est vraiment des très bonnes histoires. Donc il y a plusieurs histoires que je peux en fait là, donc je vous ai lu 2 nouvelles. Donc là donc en tout il y en a 10. Donc après je ne sais pas quoi vous lire après, plus tard je pense à une autre nouvelle parce qu'il y a certaines qui sont bien. Assez étranges mais qui sont bien en effet. Et donc que je pense qu'ils pourraient vous intéresser. Bon allez, on continue de lire, hein. Vous êtes là pour ça, et moi aussi. C'est parti, chapitre 5. Le collège se passa aussi mal qu'il avait pu s'y attendre. Il était un élève dans la moyenne plutôt doué, mais trop enfermé sur lui-même pour faire des éclats.
Les années qui passaient affermissaient dans sa carapace et sa résistance aux railleries. Son père continuait, lui, de s'affaiblir, mais survivait toujours, comme s'il voulait s'assurer que tout irait bien pour Tim avant de partir. Ah là là, oui, ça c'est les majuscules. Le lycée arriva et Tim eut l'impression de revivre encore la même histoire. Le changement d'établissement, la découverte des autres élèves, mais les habituelles railleries semblaient moins oppressantes, comme noyées dans la masse. Tim ne savait si sa résistance accrue faussait ses perceptions ou si les élèves se comportaient objectivement mieux que lors de son entrée au collège. Avec le temps, il eut soulagement la confirmation que sa situation s'améliorait notablement. Il pouvait d'une certaine manière retrouver une zone de confort similaire à celle qui s'était forgée à l'école primaire. Néanmoins, même si les réflexions et les moqueries avaient peu à peu cessé, Tim n'avait jamais pu être un membre à part entière de la communauté formée par les élèves. Lorsqu'on avait cessé de le considérer comme un phénomène de foire, on avait aussi cessé de le considérer tout court. Tim ne s'en portait certes pas plus mal, mais il savait que même lorsqu'il passait du temps avec ses camarades, il était en dehors du jeu, en dehors du scénario de leur vie qu'ils inventaient jour après jour. Il était celui auquel on ne pensait pas, celui qu'on n'envisageait pas d'inviter une fête, celui qu'on n'envisageait pas comme un petit ami. En définitive, celui que l'on ne l'envisage pas tout simplement. Il était devenu transparent. Dès lors, le reste de son adolescence se passa sans heurts. Il n'en garda aucun souvenir particulièrement heureux, ni aucune nostalgie, mais au moins avait-il passé le cap difficile du collège. Son humeur s'améliora sensiblement. Il envisageait l'avenir avec plus de sérénité. Il se mit même à écrire de la musique, lui qui avait l'habitude de toujours jouer les mêmes mélodies qui l'aidaient à se sentir mieux. Alors qu'il traversait sa 17e année, la maladie finit par emporter son père. L'enterrement se fit en comité de réduit, le vieux médecin n'ayant que d'autres familles que Tim et s'étant lui aussi peu à peu renfermé sur la solitude pendant les dernières années de sa vie. Rares étaient ses anciens collègues qui lui avaient pas tourné le dos lors de son départ à l'hôpital. Mais au lieu de quelques kidams occupés à se recueillir, Tim remarqua une personne qui ne semblait pas avoir de raison d'être là. C'était une jeune fille qui devait avoir le même âge que lui, mais il n'avait pas souvenir de l'avoir déjà vue au collège. Il la dévisageait un instant. Elle était plutôt mignonne, avec ses cheveux noirs, sa peau légèrement bronzée et... Le souvenir le frappa comme un éclair. Sarah, son amie d'un jour à l'école primaire. Elle avait 16 ans comme lui à présent, et elle avait bien changé. Mais c'était elle, il le savait. Il n'avait jamais pu totalement oublier son premier jour d'école. Ni la première, la seule, personne de son âge dont il s'était senti proche un jour. Pourquoi était-elle donc là? Pour lui? C'était une idée ridicule. Elle l'avait probablement oublié, tout comme lui qui l'avait presque oublié jusqu'à cet instant. Et elle avait en tout cas de cause pas l'air de l'avoir remarqué, les yeux rivés sur le cercueil qui descendait doucement vers la tombe. Il tenta de lui faire signe discrètement, mais le moment était assez mal choisi. Il se ravissa assez vite, honteux de s'être un instant détourné de la peine qui aurait dû l'habiter au début de la fin de cette journée. Du début à la fin de cette journée. Il baissa les yeux sur le cercueil et se força à repenser des moments heureux passés avec son père, comme pour se punir de l'avoir sorti de son esprit au moment où il devait lui dire au revoir. Les minutes passèrent, et lorsque les quelques personnes rassemblées commencèrent à s'éloigner, Tim se dit qu'il avait attendu assez longtemps. Mais lorsqu'il leva les yeux, Sarah n'était plus là. Il la chercha du regard, affolé d'avoir si vite perdu la trace de celle qu'il avait mis en temps qu'à retrouver, celle qui avait mis tant de temps à retrouver. Il la vit marcher vers un autocar. Elle était déjà sortie du cimetière. Il regarda avec hésitation la boîte en bois qui contenait le corps de son père et décida de remettre sa culpabilité à plus tard. Il fonça vers la grille du cimetière. Il aurait voulu l'appeler et lui faire signe, n'importe quoi pour la retenir, mais il ne pouvait pas. La porte de l'autocar se refermait et Tim sentait le désespoir à le gagner. Lorsqu'il atteint enfin la porte du cimetière, le moteur de l'autocar vrombit. Impuissant, il ne put que regarder Sarah s'installer à l'intérieur. Celle-ci jeta un regard dehors et se figea un instant en voyant Tim qui lui faisait signe. Le car partait déjà, mais Tim vit passer dans ses yeux de Sarah le même souvenir de cette rentrée de primaire. Sarah n'eut que le temps de lui faire signe de la main et un sourire, et elle était déjà partie. À l'arrière de l'autocar, les diodes épelaient la destination. L'aéroport. Tim resta sur place un moment, incapable de bouger. L'apparition avait été aussi inattendue que brève. Il n'avait même pas pu lui parler, lui écrire, lui demander son nom complet, où elle habite, où elle habitait. Rien. Et elle était repartie prendre un avion pour une destination inconnue. Il l'avait perdu pour une seconde fois
Après un temps encore plus ridiculeusement court que la première fois. Il se sentit idiot que cette soudaine obsession pour cette rencontre, après tout, il ne la connaissait à vrai dire pas du tout. Ils n'avaient passé qu'une petite journée d'école ensemble 8 ans plus tôt. Avec peine, il se retourna vers l'enceinte du cimetière où plusieurs personnes se recueillaient encore. Il allait lui aussi pleurer plusieurs minutes, mais à cet instant précis, il s'en voulut beaucoup de sourire et en songeant avec rêverie. Elle se souvient de moi. Fin du chapitre 5. Continuons avec le chapitre 6. Donc je regarde rapidement, vous êtes un viewer avec... Ah non, je regarde tout de suite. Qui est dans ce live? Il y a donc Forever 2 et certainement des bots que je pense qu'il y a des bots. Ok. Tout va bien, aucun problème, vous voulez continuer, vous voulez pas vous arrêter? On continue coûte que coûte? Hein? On crie oui. On crie oui très fort si jamais on continue. Ouais, mais je pense que oui, mais à fond. Rien, tout va bien. Eh ben c'est parfait, on continue. Et c'est reparti mon kiki. Paf. Oui, allez, c'est bon, on y va. Chapitre 6. C'est parti. Le vieux médecin avait laissé un confortable héritage ainsi que sa maison à Tim, qui ne put ainsi continuer à y vivre seul et de manière autonome. La perte de son père fut une épreuve pour lui, qui n'avait que peu de relations avec d'autres personnes, mais d'une certaine manière, cela le poussait aussi à aller un peu plus vers les autres. Fort heureusement pour lui, la fin du lycée et le début des études lui apportèrent un peu plus de tranquillité. Les années du collège étaient loin, et l'ambiance malsaine qui avait honni là-bas n'était plus qu'un souvenir. Chacun, en définitive, s'occupait de ses propres affaires. Respect, tolérance ou simple indifférence. Tim s'en fichait, pourvu qu'on le laissait tranquille. N'ayant pour passion que l'écriture et la musique, il entra au conservatoire. Ce fut là que, pour la première fois de sa vie, il se sentit enfin à sa place. Personne ne semblait s'émouvoir de son handicap ou alors d'une simple curiosité dénuée de malice. Il présentait par ailleurs d'excellentes capacités de musicien, aidé par les années de solitude à jouer, à écrire et à écouter de la musique seul chez lui. Plongé dans une foule d'individus partageant les mêmes centres d'intérêt que lui, il se fit des amis, de vrais amis. Très vite, ils décidèrent de fonder un groupe de musique tous ensemble. Tim jouait du clavier et composait la musique et les paroles des chansons. Il ne pouvait bien entendu pas les chanter, rôle qui était délégué à son meilleur ami Romain, également bassiste. Le groupe était composé par deux filles, Polly à la guitare et Emily à la batterie, formant ainsi l'un des rares groupes mixtes du conservatoire. Les répétitions étaient fluctueuses, principalement grâce à ou à cause de Tim. En temps normal, il communiquait toujours par écrit avec ses amis proches, mais la technique s'avérait difficilement transposable dans des conditions de jeu en groupe. Juste petite pause, j'écris juste un truc rapide et puis on continue. Ok, on continue. Donc, mais la technique s'avérait difficilement transposable avec des conditions de jeu en groupe. Aussi, Tim s'exprimait le moins possible à l'aide de mots malgré le tableau blanc disponible dans la salle de répétition. Les autres membres s'étaient pris au jeu et les répétitions se déroulaient donc presque entièrement sans une parole, à l'exception du chant de Romain. Les musiciens jouaient, s'écoutaient avec attention, et cela les suffisait. L'exercice, qui était une sorte de jeu au départ, devint vite une force, puisqu'ils évitaient toute dispersion et centraient les répétitions sur la musique. Rien que la musique. Le groupe, guidé par les compositions inspirées de Tim et par la profonde complicité entre ses membres, jouissait d'une force de cohésion et développait au fil des répétitions une identité unique. Lorsqu'ils commencèrent à jouer dans les différentes parts de la ville, les quatre camarades virent leur réputation grimper en flèche. On les considéra bien vite comme l'un des meilleurs groupes locaux. Les années du collège étaient bel et bien terminées, enfouies au fond de l'esprit de Tim, le souvenir un peu flou d'un moment difficile auquel on préfère penser le moins possible. Il était grisé par un optimisme qu'il n'avait jamais connu et cet optimisme semblait pouvoir gommer toutes les affres du passé. Même les pincements au cœur qu'il éprouvait chaque fois qu'il repensait à Sarah ne semblaient plus si aigus.
Il oubliait même complètement lorsqu'il s'intéressait à d'autres filles. Et que celle-ci, c'était incroyable, semblait s'intéresser à lui. Tim se doutait bien qu'il s'agissait sans doute de l'effet musicien et que tous ces gens qui l'admiraient ne l'auraient sans doute jamais regardé de haut s'il n'avait pas été compositeur d'un groupe populaire. Et après tout, devait-il s'en vouloir d'être apprécié pour ce qu'il faisait, pour ce qu'il était doué? Tu penses pas parfois que c'est le contraire? Lui demanda un jour son ami Roman d'un air vaguement soucieux sur le visage. Peut-être que on n'est pas si bon, hein. Peut-être qu'en fait les gens nous admirent parce que ils veulent te voir. Tim sentait l'hésitation de Romain qui craignait de le vexer d'une telle question. Oui, il y avait déjà changé. Peut-être que les gens ne venaient pas au concert pour le groupe. Peut-être que c'était que pour voir observer le fameux enfant sans bouche. Même si on l'avait cessé de l'appeler enfant depuis pas mal de temps. Il lui répondit en griffonnant sur son carnet. On s'en fiche, non? Tant qu'on est, tant que, ce- tant que ce qu'on fait nous plaît à nous. Tu trouves qu'on est bon, toi? Moi? Oui, mais je ne sais pas si je suis très objectif. On a un compositeur de génie, fit remarquer Polly en faisant un large sourire à Tim qui rougit légèrement. C'est une très bonne base. Arrêtez de vous tracasser, ajouta Emily qui avait entendu Romain parler. J'ai entendu nos démos tourner pendant une soirée des Pharma la semaine dernière, alors à moins qu'ils ne soient capables d'entendre le fait que tu n'aies pas de bouche, je pense qu'ils nous suivent parce qu'ils aiment ce qu'on fait. Et cela clôt la discussion. Le débat fut de toute façon réglé quelques mois plus tard lorsque le groupe se trouva sélectionné pour un tremplin régional de jeunes talents. Les meilleurs groupes locaux d'étudiants étaient invités à se produire sur une grande scène devant un jury de musiciens chevronnés. Le groupe vainqueur reportait le droit d'enregistrer un album court dans un studio professionnel et d'avoir un extrait diffusé sur une radio nationale. Tim, Polly, Emily et Romain savaient qu'ils jouaient là l'une des plus grandes chances de se faire connaître beaucoup plus largement dans les pubs qu'ils fréquentaient chaque semaine. Dans les pubs. Les pubs. Oh là 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 là, les pubs. Ah. Les pubs, n'importe quoi. Les pubs, je suis là, bien. Les pubs ou les pubs? Les pubs ou les pubs? Lorsque le jour arriva, c'est avec une excitation teintée d'appréhension qu'ils montèrent sur scène. Beaucoup de leurs amis étaient dans le public, mais la majorité des personnes présentes ne les avaient jamais entendus jouer. Ce fut Tim qui eut l'honneur d'ouvrir le bal en faisant résonner une nappe de synthétiseur en crescendo. Leur chanson d'ouverture commençait de manière très planante afin de poser une ambiance particulière dès le début. Les trois camarades de Tim restaient immobiles, plongés dans la demi-obscurité de la scène, alors que s'étirait le son aérien du clavier. Ah ouais, c'est les pubs. C'est les pubs, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah non, si c'est les pubs, parce que les pubs, bah, c'est le truc que tu regardes comme ça à la télé. C'est les pubs plutôt que tu écoutes, bah, bah, tu vois, les pubs irlandais, quoi. Je pense que c'est de ça qu'ils parlent, parce que tu fréquentes pas des pubs, quoi. Si tu fréquentes des pubs, c'est bizarre, hein, c'est vraiment les pubs, ça se dit les pubs. À côté de chez moi, j'ai un pub irlandais, c'est assez sympa. Donc, continuons. Leur chanson d'ouverture commençait de manière très planante afin de poser une ambiance particulière dès le début. Les trois camarades de Tim restaient immobiles, plongés dans la demi-obscurité de la scène, alors que s'étirait le son aérien du clavier. Puis Emily entra dans le jeu, égrenant un rythme rapide en double croche sur son Charleston serré d'un pied ferme. Et lorsqu'enfin ils furent rejoints par des lourdes notes de la basse de Romain et les arpèges très aigus que Polly égrena avec un long effet d'écho, le public commença à bouger. La chanson prenait forme et gagnait en puissance alors que le chant romain s'intensifiait à chaque couplet, entraînant le public dans un mouvement qui semblait à mi-chemin entre une danse et un pogo. Après de longues minutes où le groupe prit le temps de bâtir un son de plus en plus profond et de plus en plus dense, l'ambiance explosa dans un déluge de cymbales que faisait pleuvoir Emily. Polly s'avança vers le devant de la scène et se lança dans un solo endiablé qui semblait fasciner le public, qui en oubliait presque de danser. Tim ressentit un bonheur tel qu'il n'en avait jamais connu. Il était enfin à sa place et n'aurait voulu être nulle part ailleurs. La chanson se termina et le public combla instantanément le silence par un tumulte d'applaudissements. Polly se retourna vers Tim avec un sourire radieux sur le visage qu'il lui rendit à sa manière. Tous les membres du groupe étaient aux anges, peu importé alors qu'ils emportaient ou non le prix, l'expérience même qu'ils étaient déjà un cadeau d'une valeur inestimable. Le reste du concert se déroula dans la même atmosphère. Lorsqu'ils sortirent de scène, tous sautillaient comme de grands enfants, heureux. On a réussi! On a réussi! S'écriait Polly. C'était vraiment excellent, dit Romain d'une voix rauque et fatiguée par le concert, ce qui fit éclater de rire Polly et Emily.
Et puis soudain, sans prévenir, Polly se jeta au cou de Tim et l'embrassa. Il y eut un moment de flottement, un silence stupéfait. Puis ce fut Emily qui bressa la glace en disant d'un ton grognard: Bon, je crois qu'on va vous laisser entre vous alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure, répondit Polly en détournant le regard d'un air gêné. Tim était pétrifié, le cerveau à l'arrêt. Techniquement, il n'avait pas eu la capacité de lui renvoyer son baiser. Mais s'il avait pu, il l'aurait assurément fait. Polly et lui s'étaient clairement rapprochés au cours des semaines qui avaient précédé le concert. Aussi, ce n'était pas une si grande surprise. Tim ne s'était en tout cas pas imaginé que cela arriverait si vite, dans de pareilles conditions. Une toute autre forme de joie se glissa alors dans le cœur du jeune homme, comme une cerise sur le gâteau qui était cette merveilleuse journée. Il sourit à Polly et la prit dans ses bras. Ils restèrent un moment ainsi enlacés, en silence. Puis, main dans la main, ils sortirent des coulisses pour rejoindre le public et écouter les autres groupes qui participaient au tremplin. La vie était belle. Et voilà le chapitre 6, qui montre que le groupe de Tim a réussi à fonctionner. C'est vrai qu'en lisant cela, tu peux très bien te dire: Oh, oh mais c'est trop bien, je veux suivre. Et donc ouais, c'est là je trouvais, vous imaginerez si jamais genre là le groupe en quelque sorte, il serait en train vraiment de jouer en vrai. Je me sentirais bien, ce serait marrant de voir ça. Hop, je vais remplir mon petit bocal. Alors je vais faire une petite pause et on se redit tout de suite à très vite, hein, dans 2 minutes encore. Une petite pause rapide, nous sommes à la 140e page. Et donc on arrive dans une quinzaine de minutes, je pense que ce sera terminé. Allez, petite pause, on se retrouve à très vite. On repart pour la suite de notre petit livre. Nous sommes donc au chapitre 7 de L'enfant sans bouche. Livre écrit donc par Simon Guy Giraudot, accessible gratuitement en PDF, en version numérique gratuitement sur son site petitlook.net. Vous pouvez aussi également donc acheter la version papier pour 15 € pour également lui donner un petit peu d'argent pour le remercier sur ce qu'il fait, ou bien même lui faire un petit tip sur son site web. Il y a les liens sur son site. Voilà. Donc, let's continue avec le chapitre 7. C'est parti mon kiki. Chapitre 7. Une fois n'est pas coutume, l'euphorie dura. Après une certaine enfance solitaire et une adolescence malheureuse, le vent avait tourné de manière spectaculaire pour Tim. 4 années s'écoulèrent à une vitesse folle. Le groupe, après avoir gagné le tremplin des jeunes talents, acquit rapidement une énorme popularité. Les 4 amis mirent fin à leur étude au conservatoire lorsqu'il devint évident qu'ils pouvaient vivre de leur musique et même en vivre confortablement. 2 albums, 2 longues tournées nationales assirent leur réputation solidement. Certes, chaque interview à laquelle ils répondaient contenait inlassablement au moins une question sur le handicap de Tim, mais leurs talents musicaux éclipsaient rapidement une particularité aussi futile. Après tout, qui s'était donc soucié de la cécité de Ray Charles à l'époque? Mais la célébrité restait une chose avec laquelle Tim n'était pas à l'aise. Une sensation étrange d'être constamment égaré le tiraillait, comme si une impression de perdre pied avec la réalité. Il était devenu le joueur de flûte, celui qui avait le pouvoir d'embarquer les foules aveuglées. Était-ce là son rêve? Il cherchait la reconnaissance, oui, mais il ne pouvait pas s'empêcher de l'avoir toujours à l'esprit, ces souffrances de l'adolescence tourmentée par l'impitoyable compétition des vanités. Était-il devenu ce qu'il haïssait? Une simple image, une coquille vide de sens? Un être superficiel et cynique? Ces questions le suivaient à chaque instant, tapis dans son esprit, comme un avertissement, une ligne à ne pas franchir. En plus de ses inquiétudes, Tim sentait poindre une grande lassitude provoquée par les longs mois passés sur la route. Une impression d'avoir été pressé comme un citron et d'être vidé, incapable de continuer. Les concerts avaient débuté en fanfare dans une ambiance de fête, mais étaient devenus au fil des semaines une routine. Et puis, après de longs mois de route, la routine est devenue une corvée. Une corvée dont il était impossible de se plaindre parce que cela aurait été indécent pour toutes les personnes beaucoup moins chanceuses. Pauline ne semblait pas ressentir cela, Émilie et Romain non plus. En définitive, Tim avait la sensation d'être le seul à souffrir de la situation. Mais lorsque la tournée s'était achevée et que ses 3 camarades s'étaient précipités en hâte vers le studio, Tim n'avait pu continuer à jouer de la comédie plus longtemps.
Il avait expliqué aux autres qu'il devait faire une pause, qu'il ne se sentait pas capable de chanter immédiatement. De toute manière, il était resté le principal acteur du groupe et il n'avait plus rien composé depuis des mois. Ses trois camarades avaient été surpris et quelque peu déçus. Aucun d'entre eux ne souhaitait faire de pause, mais était-ce le hasard ou le destin? Un événement régla la situation. Polly découvrit qu'elle était enceinte. Si cela n'avait tenu qu'à elle, elle aurait probablement continué à jouer avec le groupe aussi longtemps que possible, mais Tim fit de cette grossesse un argument de poids pour mettre de la musique entre parenthèses. Tous les quatre se séparèrent donc en se donnant rendez-vous un an plus tard. Polly et Tim rentrèrent ensemble dans leur maison et s'isolèrent pour attendre tranquillement l'arrivée de leur futur enfant. Le ressentiment qu'avait pu éprouver Polly lorsque Tim avait en quelque sorte utilisé sa grossesse pour arriver à ses fins s'effaça rapidement. Elle aussi avait, malgré les apparences, besoin de repos. Le couple qui s'était formé au moment où le groupe décollait, non, là, je me trompe. Le couple qui s'était formé au moment où le groupe décollait se retrouva pour la première fois seul et au calme et y découvrit une sérénité nouvelle. Les semaines et bientôt les mois passèrent aussi paisiblement que possible, dans une atmosphère qui tranchait nettement avec celle survoltée des concerts. Le couple en éprouvait une sensation de flottement, d'être dans une sorte de bulle hors du monde. Tim ne reprit pas la musique, mais le sentiment d'être vidé a disparu petit à petit, à mesure que diminuait sa fatigue, bien plus mentale que physique. Le grand jour de l'accouchement arrivait bien très vite, ou plutôt le grand soir. Noël approchait, et c'est sous les flocons, sous une route à peine dégagée, que Tim conduisit Polly à l'hôpital. Il aurait pu jurer de voir des paparazzis en embuscade sur le chemin, mais il se convainquit très vite qu'il s'agissait de son imagination. De toute façon, le harcèlement journalistique était bien le cadet de ses soucis à ce moment-là. Ils arrivèrent à l'hôpital sans encombrement malgré quelques frayeurs sur la route sinueuse et glissante qui menait au parking. Le long épreuve de l'accouchement commença alors pour Polly. Tim lui tenait la main mais se sentait inutile. Probablement encore plus que quelqu'un Ah, je commence à être fatigué avec mes lèvres et tout. Je commence à être fatigué. Et bien sûr, continuons. On n'est pas fini. On est au l'avant-dernier chapitre, je crois, ou même au dernier chapitre. Donc il faut continuer. On peut arriver à la fin. Ça fait déjà 1h05, 1 heure que je parle. J'adore. Alors, et continuer. Euh, Tim lui tenait la main, mais il se sentait inutile, probablement encore plus qu'un autre compagnon qui aurait pu au moins murmurer des mots d'encouragement. Et malheureusement, tout ne se déroula pas dans les meilleures conditions. Le bébé était mal placé et il fut décidé de le procéder à une césarienne en urgence. Polly fut emmenée en salle d'opération accompagnée de Tim qui lui lançait des regards qui voulaient dire tout va bien se passer, à défaut de pouvoir lui dire. Dans le couloir sur le chemin qui menait au bloc, tout le personnel médical affairé autour de Polly tentait de la rassurer, beaucoup mieux que Tim n'était capable de le faire. Il leur laissa la place et continua d'avancer à côté du lit qui roulait dans le couloir. C'est alors qu'en tournant la tête vers une salle qui n'était séparée du couloir que par un mur vitré, il la vit. Sarah. Il s'immobilisa immédiatement. Sarah. Elle était assise sur un brancard et parlait avec deux infirmiers. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Tim avait le chic pour la croiser dans les situations les plus inattendues. Mais cette fois-ci, Sarah l'aperçut presque au même moment. Elle eut d'abord un air aussi surpris que lui, puis lui fit un signe de la main avec un grand sourire. Tim! C'était Polly qui l'avait appelé. Elle s'éloignait dans le couloir et il s'était laissé distancer. Il fallait qu'il la rejoigne, qu'il soit avec elle. Mais Sarah! Il indiqua d'un air désespéré à celle-ci qu'il devait partir en pointant du doigt le chemin du bloc opératoire. Elle lui répondit en langue des signes. Tim se serait mis des baffes. Jamais il n'aurait pris la peine de l'apprendre. Certes, cela lui aurait sans doute été pratique dans certaines situations, mais il n'avait jamais trouvé de motivation à tenter de comprendre les signes que lui faisaient des gens qui pouvaient comprendre. Il voyait les choses bien différemment à présent. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Une infirmière avait rejoint Tim et l'invitait à leur suivre vers le bloc. Tim, la mort dans l'âme, fit un signe de revoir à Sarah et partit rejoindre Polly. La césarienne se passa sans complication. Tim et Polly étaient parents d'un petit garçon qu'ils appelèrent Vincent. Il avait les mêmes yeux que Tim, mais aussi, fort heureusement, la bouche de Polly. Tim en oublia presque aussitôt la rencontre éclair avec Sarah. Il était papa. Malgré la soudaine montée d'inquiétude qui avait monté la nouvelle de la césarienne, les parents nageaient alors dans le bonheur. Peu importe que des photos du petit aller sans doute. Bah, peu importait que des photos du petit aller, sans qu'il ne sache comment, fuitaient dans la presse dès le lendemain. Il n'y avait que trois au monde et c'était parfait comme ça. Il n'y avait que trois au monde.
Et c'était parfait comme ça. Lorsqu'ils quittèrent l'hôpital quelques jours plus tard, Tim repassa à tout hasard dans le couloir qu'ils avaient traversé dans le soir de l'accouchement. Mais nulle part il ne vit Sarah. Était-elle déjà partie? En d'autres circonstances, il aurait cherché à en savoir plus. Mais il essayait de ne pas penser à elle, de ne pas penser à ce qu'il ressentait, de faire taire la petite pointe de tristesse qu'il sentait en lui. Vincent était né, et c'était tout ce qui comptait. Il devait être heureux. Pourquoi Sarah avait-elle toujours... Pourquoi Sarah arrivait-elle toujours à détourner ses sentiments de ce qu'ils devaient être à des moments aussi fondamentaux, à le rendre heureux lorsqu'on enterrait son père et triste lorsqu'il devenait lui-même papa? Il l'avait rencontré à 8 ans, puis à 16 ans, mais il avait 24 ans maintenant et il était le père d'un petit enfant. Il était le temps de tourner cette page absurde qui était son obsession pour Sarah. Alors que Polly et lui passèrent le seuil de leur maison et montèrent dans sa chambre au petit Vincent, il décida de ne plus y penser. Et inconscieusement, en réalisant qu'il tomba sur Sarah et en réalisant qu'il tombait sur Sarah tous les 8 ans, un petit compteur dans sa tête se mit en place en attendant la prochaine rencontre. Bonne On me dit chapitre 8. Je vais checker rapidement pour voir s'il reste d'autres chapitres. Je suis à la page 144. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Voilà. C'est chapitre 10. Donc il me reste encore 2 chapitres à lire. Vous êtes toujours là? Vous n'êtes toujours pas en train de dormir? C'est bon? Vous êtes en pleine forme, les viewers, enfin surtout Forever tout, parce que je vois que tu es toujours là. Et c'est très gentil à toi d'ailleurs de rester là. Après il y a des bots. Et c'est tout. Yep. Mais c'est normal, de toute façon, c'est pour ça que je fais des premiers lives. C'est un peu normal que je sois pas célèbre, enfin, pas aussi célèbre, mais bon. Mais c'est que. Bah bon, après, bon, je fais pas tellement de trucs. Moi, je suis tout à fait d'accord au moins d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Ce serait mieux d'avoir personne qui ne m'écoute pas. Quelqu'un qui ne m'écoute pas. Donc, merci beaucoup à toi d'être là. C'est très gentil. Ok. Continuons avec le chapitre. Quel chapitre? Le chapitre 8. 8, 8, 8, 8. 8. 8. Chapitre 8. C'est parti. Qu'est-ce qui ne va pas? demanda Polly. Tim avait Tim avait un air triste sur le visage. Certes, Polly était habituée à le voir ainsi. Même dans les moments les plus heureux, Tim avait toujours cette nature mélancolique sous-jacente. Polly ignorait ce qui l'avait rendu ainsi, mais elle ne l'avait jamais connu autrement. Après 8 années de vie en couple, elle avait fini par s'y faire. Mais cette fois, Tim semblait réellement ailleurs, dans son monde. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air d'aller? Tu peux m'en parler, tu sais? Tim griffonna rapidement que tout allait bien et qu'il était juste un peu fatigué. C'était un mensonge, et tous les deux le savaient. Mais c'était le genre de mensonge auquel, dans une sorte d'accord tactique, il le faisait mine de le croire. Le genre de mensonge qui voulait simplement dire « Je n'ai pas envie de parler, mais ne t'inquiète pas ». L'ambiance entre Polly et lui était devenue morose avec les années. Même si elle faisait son possible pour le cacher, Tim savait qu'elle lui en voulait d'avoir interrompu leur grande ascension vers la gloire. Le groupe ne s'était jamais vraiment remis de la pause qu'ils avaient faite 4 ans auparavant. Après la naissance de Vincent, la difficulté de conjuguer la vie de famille et les tournées n'avait pas arrangé la situation. Le groupe continuait d'enregistrer des albums et de tourner, mais n'enflammait plus les foules. La magie des débuts était passée. Le joueur de flûte n'attirait plus que les paparazzis avides avant de prendre une photo du couple et de leurs enfants, attendant le moindre frasque à commenter dans leur torchon. La musique était devenue secondaire et n'offrait même plus à Tim le refuge dans lequel il s'emmitouflait au collège. Sans qu'ils ne comprennent pourquoi, les moments où Polly s'inquiétait pour lui s'inquiétait pour lui comme elle venait de lui... Il faut que...
Je lis tranquillement là, je lis trop vite, il faut que je pense. Genre la prochaine fois, si jamais j'ai des points de chaîne, je ferai ça, je mettrai lire plus lentement, comme ça vous me le ferez de rappeler. Comme pour Reshoot. Alors, il avait reçu. S'inquiéter comme elle venait de le faire lui faisait l'effet de crissement d'ongles sur un tableau. Il avait résolu de s'enfermer autant que possible dans le mutisme, ce qui n'était pas à franchement parler d'une prouesse pour lui. Il savait qu'elle ne méritait pas cela et qu'il n'avait aucune raison de la maltraiter, mais il avait besoin d'être seul avec lui-même. Malheureusement pour lui, cette fois-ci, Pauline n'avait pas l'air décidée à lâcher l'affaire. Tim, ça fait des mois que nous sommes rentrés de tournée. Tu ne fais rien, tu ne dis rien. Tu ne me dis rien. Tu ne joues même plus avec Vincent. Pourquoi est-ce que tu persistes à... Elle hésita un instant. Il leva les yeux vers elle et avec un air de défi conclut. À faire la tronche, voilà. Tu me fais la tronche. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. Mais même si tu avais des griefs contre moi, tu pourrais au moins ne pas les reporter sur ton fils. Sur notre fils. Tim déclusit avec difficulté. Elle avait raison, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de réponse à cette question. Pourquoi se sentait-il encore mal? Pourquoi était-elle d'une humeur massacrante? Pourquoi était-il d'une humeur massacrante? Il ne le savait pas, et il n'était pas sûr de vouloir le savoir. Il se saisit de son carnet pour y répondre que, bien sûr, il ne faisait pas la tronche, mais en tournant les pages, il se rendit compte qu'il était arrivé au bout. Il releva les yeux vers Polly, sans pouvoir empêcher un air moqueur de passer sous ses yeux. Elle le remarqua instantanément. Oh, comme c'est spirituel. Ton carnet est fini, donc tu peux te permettre de ne pas me répondre, c'est ça? Elle se leva furieuse. Si jamais il te vient l'idée d'en ouvrir un autre, je serai dans le jardin avec ton fils, dans l'hypothèse où il te reste encore de l'intérêt à tes yeux. Même à ces moments-là, je me gourre. Dans l'hypothèse où il aurait encore de l'intérêt à tes yeux. Et il claqua la porte. Tim ressentit une bouffée de soulagement, bien vite effacée par la culpabilité d'avoir déclenché une dispute sans raison. Mais pourquoi tu fais ça, abruti, pensa-t-il. Il se rendit dans le bureau avec l'intention ferme de trouver un nouveau carnet et un moyen de se faire pardonner. Les tiroirs étaient vides. Mince, plus de carnet vierge. Il parcourut les étagères qui bordaient les murs. Tous les anciens carnets étaient stockés là en vrac. Il n'avait même pas pris la peine de les classer chronologiquement. Près de 2 décennies de ses propres paroles enregistrées et archivées précieusement. Il ne s'expliquait pas son incapacité à jeter ses carnets. La plus grande partie de leur contenu était sans intérêt, de simples paroles adressées à des interlocuteurs qui avaient alors répondu à l'oral. Ce n'était pas à proprement parler des journaux intimes auxquels il aurait pu s'attacher de l'importance. D'ailleurs, il ne s'était jamais aventuré à les relire. Il en tira quelques-uns de la bibliothèque d'une seule main et les parcourut rapidement dans l'espoir d'en trouver un qu'il aurait rangé avant de l'avoir terminé. Cela arrivait lorsqu'il en égarait un et il ne le retrouvait que plus tard, après en avoir entamé un autre. Replonger dans ces pages du passé était une expérience assez étrange. Son écriture était restée aussi bouillonne et biscornue au fil des années, mais il voyait différentes phases de sa vie défiler dans le bruissement des pages. Plus que des carnets étaient anciens, plus que des traces de crayon étaient estompées, blanchies par des années. Ce carnet datait de l'année dernière. Cet autre d'un été de son adolescence. Celui-ci. Se figea soudain. Au hasard des pages, quelque chose lui avait sauté aux yeux. De l'encre. De l'encre verte. Jamais Tim n'utilisait d'encre dans ses carnets. Il retourna les pages dans l'autre sens pour essayer de retrouver la page. Se pouvait-il? Les pages arrêtèrent de tourner. Sous les yeux de Tim s'alignaient les seuls mots inscrits sur un des carnets qu'il n'avait pas écrits. Des mots écrits de plus de 16 ans plus tôt. Des mots écrits à l'encre verte. Ok, est-ce que je te supprime tes 3 messages? Tu me dis si je te supprime le oups et retire le message de stoppé. Je continue. Les pages arrêtèrent de tourner. Sous les yeux de Tim s'alignaient non. Se pouvait-il? Les pages s'arrêtèrent de tourner. Sous les yeux de Tim s'alignaient les seuls mots inscrits sur un des carnets qu'il n'avait pas écrits. Des mots écrits de plus de 16 ans plus tôt. Des mots écrits à l'encre verte. Des mots écrits avec des pattes de mouche à notre enfant. Sarah. Le cœur de Tim s'emballa. Toutes ces années, il avait eu ce carnet, cette page, cette connexion avec elle.
avec celle qui retournait sa vie à chaque fois qu'il la croisait. Il s'assit en tailleur sur le sol et se mit à lire. Il pouvait lire toutes les conversations de cette journée de septembre. Ses propres paroles, en gris à demi effacé, et les réponses de Sarah dans un verre qui tournait légèrement en turquoise. Les mots étaient simples et naïfs, des mots d'enfant de 8 ans. Alors qu'il déchirait ceux de Sarah, il revoyait son visage, ses longs cheveux, ses grands yeux marrons et son petit bandit sur le front. Il la voyait aussi âgée de 16 ans, puis de 24. Comment pouvait-il se sentir aussi connecté à une personne qu'il n'avait rencontrée qu'en 3 occasions extrêmement brèves? Il termina très vite de lire la conversation, mais s'y replongea immédiatement, plusieurs fois. Dehors, à travers la fenêtre du bureau, il pouvait entendre Polly qui jouait avec Vincent dans le bureau, mais il semblait loin, ailleurs, et chaque page qui se tournait les éloignait un peu plus, comme si un univers entier grossissait et séparait le bureau du jardin. Ou peut-être était-ce Tim qui était ailleurs, parti dans des journées... parti dans des souvenirs piégés entre les lignes d'un carnet d'enfant. Il prit soudain conscience qu'il était vieux. Cela le frappa sans prévenir. Pas au sens absolu du terme, bien sûr, il pouvait espérer qu'un tiers de son existence, mais il se rendit compte que les années avaient filé sans qu'il ne les voie passer. Il se sentait encore l'enfant sans bouche, mais il était le père à présent. Le tremplin des groupes lui semblait hier et pourtant 8 années s'étaient écoulées depuis. Tant d'années passées sans Sarah. Comment cela avait-il pu lui convenir si longtemps? Lorsqu'à 16 ans, il l'avait rencontrée à nouveau, il lui avait semblé avoir toute la vie devant lui. Avec cette idée romantique et stupide qu'un jour, d'une certaine manière, il finirait peut-être avec elle, pour de bon, que le destin le rassemblait. Mais quel con! Il avait 28 ans maintenant, était engagé dans une famille, tout comme Sarah devait sans doute l'être de son côté. Quelle chance lui restait-il? Polly devait être la femme de sa vie. Vincent devait être le centre de ses préoccupations. Mais il regardait sa famille par la fenêtre et voyait la vie d'un autre. Un autre Tim, qui avait eu une bouche, qui avait eu une enfance normale, qui aurait été normale, insouciant, sociable, heureux. Il pensa à Sarah, avec un gros poids dans le ventre, et prenait conscience que cela avait dû être dehors avec leurs enfants. Il avait laissé porter par le courant pendant toutes ces années. Il avait parié sur une vie simple et sans risque. Il avait perdu. Voilà le chapitre 8. Plein d'informations. Et maintenant, plein de questions se bousculent. Va-t-il retrouver Va-t-il retrouver Sarah? Est-ce qu'il va pouvoir la revoir? Vous le saurez probablement au prochain chapitre. Je vais remplir mon verre. Ça prend 2 minutes parce que j'ai pensé à prendre de l'eau avec moi. Beaucoup d'eau. Quand je vais voir là-dessus. Là, faut rester, hein. Si tu restes pas, tu ne pourras pas connaître la suite. Et c'est un peu ballot. C'est ballot. Allez, je fais quand même 1h21 de live. Hein. C'est énorme. Je vais juste rapidement ma connexion. Trop bien, je vais manger là. Alors. Oh, 3 gigas. Allez, hop là, bientôt ça va faire 2 gigas. Bientôt 2 gigas de 4G pour cet épisode. Alors. Et maintenant, en plus, peut-être que si jamais je termine ma 4G avant demain, je pourrais peut-être avoir 10 gigas. Mais bref, c'est une autre histoire. Excusez-moi. Chapitre 9. De l'enfant sans bouche. C'est parti. La speakerine portait un tailleur impeccable. Les cheveux relevés en arrière et son sourire s'émaillait de dents les plus blanches qu'il n'était humainement possible de les conserver. Les projecteurs ne semblaient pas avoir d'effet sur elle, mais Tim transpirait à grosses gouttes. Il tapotait sur un clavier d'ordinateur qui retranscrivait ses paroles par synthèse vocale. Pouvez-vous répéter la question? La speakerine professionnelle gardait le sourire. Je voulais savoir, et je suis sûr que le public le souhaiterait aussi, si cette chanson était adressée à une personne en particulier.
Tim avait parfaitement entendu à la première fois, mais il voulait se laisser le temps de réfléchir à une réponse. Il se sentait assez idiot de ne pas avoir anticipé la question. La chanson Sarah est devenue un hit absolument incroyable tout juste 3 ans auparavant. C'était avec cette chanson que le groupe avait fait de son grand retour sur le devant de la scène en marquant durablement les esprits, jusqu'à éclipser leur succès passé. Elle était encore sur toutes les lèvres, mais les paroles étaient énigmatiques, bien qu'immaculement romantiques, et seul Tim connaissait réellement la signification qu'il fallait leur donner. Il décida de rester évasif. C'est possible. Et si cette chanson est adressée à une personne en particulier, a-t-elle eu le message? A-t-elle entendu la chanson? Est-ce qu'elle vous a parlé? Non, pensa Tim, et c'était bien là son plus grand regret. La chanson avait été la plus vendue, la plus téléchargée, la plus échangée, la plus jouée au monde, la plus jouée de l'année. Il était impossible d'y échapper à tel point que Tim lui-même en avait parfois assez de l'entendre. Mais aucune trace de Sarah, la vraie. Il semblait impossible qu'elle ne l'ait pas entendue, et voyant Tim dans le groupe, qu'elle ne l'ait pas comprise. Mais jamais elle ne s'était manifestée. Tim répondit simplement. Question suivante, s'il vous plaît. Il n'aimait pas répondre ainsi, comme une diva effarouchée, mais il ne voulait pas, et il ne pouvait pas répondre à cela. Son intervieweuse ne se démonta pas. Le public a été assez surpris de voir le groupe dissous seulement quelques semaines après la sortie de cette chanson et le succès que l'on connaît. Pourquoi on va arrêter en pleine gloire? Le groupe semblait traverser une passage à vide, mais tout semblait s'arranger, non? Je pensais que nous étions arrivés au bout et qu'on pouvait faire ensemble, dit la voix synthétique en lisant les mots de Tim. Après le succès de Sarah, il nous a paru évident que tout ce qu'on pouvait faire par la suite ne risquait que de décevoir le public. Ou nous étions les meilleurs plutôt que de risquer le syndrome du groupe vieillissant. Cela faisait des années que Tim servait les mêmes arguments bidons aux journalistes qu'ils espéraient qu'il lâche l'affaire. Quelle importance avait-il qu'ils se soient séparés pour une raison ou pour une autre? La chanson Sarah avait été leur barreau d'honneur. Tim savait que c'était là la meilleure chanson qu'ils avaient jamais composée. Pourquoi ne pas juste les laisser avec cela, leur permettre de partir sur un succès sans l'entacher de polémique? Pourtant, reprit la speakerine qui n'était pas décidée à passer à autre chose, votre séparation d'avec Polly, la guitariste, a été officialisée peu de temps après. Et est-ce que votre séparation en tant que couple qui a causé la fin du groupe? Tim sentait sa nuque le picoter. Bien sûr que tout cela était lié, tout le monde le savait, mais Tim ne pouvait pas l'admettre. Pas comme ça. Polly souffrait déjà suffisamment, unie par les fans d'avoir provoqué la dissolution du groupe. On l'a comparée à Yoko Ono ou à Courtney Love. On l'a traitée de succube, de mangeuse d'hommes. Hors de question pour Tim de donner plus d'arguments à la misogynie que grâce de certains de ses fans. Non, cela n'avait rien à voir. J'avais beaucoup de problèmes à ce moment-là. De problèmes personnels, ça n'avait rien à voir avec le groupe. Mais vous savez de quoi je parle. La cure Seulement, j'ai des moments vraiment secs où je peux plus du tout parler, où ma bouche elle est presque comme dans Matrix, collée. Enfin, je suis presque enfant sans bouche. Mais les lèvres qui veulent pas partir. Je leur dis, mais détachez-vous les lèvres, et non, ils veulent pas. Alors, donc, la cure de désintoxication de Tim avait fait les gros titres de la presse à scandale peu de temps après la fin du groupe. Et il était devenu accro à la morphine qu'il inhalait sous forme de poudre. Lui qui n'avait jamais pu tester l'alcool ou la cigarette, le parfait cliché de la rockstar décadente. Il s'écœura lui-même. Bref, Polly a été une sainte pour me supporter si longtemps. Notre séparation a été la meilleure décision à prendre, même si ça n'est jamais facile. Et aucune Sarah n'y a joué un rôle demanda la speakerine d'un air vaguement taquin. Nous y voilà, pensa Tim. La rumeur était persistante. Il fallait bien qu'un ou une journaliste finisse par les confronter. Il fixa intensément la speakerine en tapant sur son clavier. Aucune. Et ce n'était pas totalement faux, d'un certain point de vue. Oh, bien sûr, Polly avait ressenti un certain malaise lorsque Tim avait proposé au groupe sa dernière composition, une chanson d'amour sur une femme nommée Sarah. Comment avait-il pu en être autrement? Mais toutes les chansons de Tim n'étaient pas autobiographiques, et il avait pu facilement. Ah, bonjour Artemis, je viens de te voir. Bienvenue, installe-toi bien, nous avons commencé depuis 1 heure, mais ce n'est pas grave, tu pourras entendre la fin, et même écouter la rediffusion plus tard. Installe-toi et écoute. Non, mais toutes les autres chansons de Tim n'avaient pas autobiographiquement et avaient pu facilement justifier le titre par ses rimes. Non,
La chanson Sarah n'avait pas eu d'effet notable sur le couple. Sarah, la personne, par contre. Tim n'avait jamais pu la sortir de sa tête. Écrire la chanson avait été un catharsis pour lui, mais ses relations avec Polly étaient déjà largement dégradées au cours des premières années de la vie de Vincent, et la séparation avait fini par s'avérer inévitable. Sarah n'était pas pour autant revenue dans sa vie pour la suite. L'interview se conclut sur quelques questions beaucoup moins personnelles sur l'avenir musical de Tim. Ses réponses, par contre, restèrent évasives. Tim sortit du studio et n'appela pas de taxi. Il se mit à marcher dans la rue, un peu perdu. Maintenant, sa chanson était restée lettre morte. Il avait cherché partout. Demandé à tous les camarades d'enfance s'il avait pu retrouver, qu'il avait pu retrouver s'il se souvenait d'une Sarah. Il avait même essayé de retourner à l'hôpital où il l'avait aperçue lors de la naissance de Vincent, pour savoir si quelqu'un se rappelait d'elle. Demander à un hôpital s'il avait eu une patiente du nom de Sarah 8 ans plus tôt. La réponse aurait été oui, dans n'importe quel établissement. Tim avait fini par laisser tomber, désespoir de cause. Il avait eu 33 ans la veille, le dernier coup dans le cercueil qui contenait son espoir de retrouver Sarah. Si le destin voulait qu'il rencontre Sarah tous les 8 ans, le destin s'était foutu de lui. Il avait passé son anniversaire tout seul avec Vincent, le rare être humain dont il appréciait encore la compagnie. Mais il le voyait peu, et il n'avait pas à en vouloir à Polly de l'éloigner de lui. Je reprends la phrase. Rembobinage. Ah, le poulpe. Les Pulp Fiction. Sarah, oui, c'est ça en fait. Sarah, donc c'est sa copine d'enfance qu'il n'a jamais vue. Et donc il va essayer de le trouver. Donc en fait, c'est un enfant en plus sans bouche, comme tu peux le voir sur la couverture. C'est un enfant qui n'a pas de bouche, hélas. Mais il le voyait peu et il ne pouvait pas en vouloir à Polly de l'éloigner de lui. Ça m'énerve. Une star déchue à tendance junkie n'était pas proprement le modèle de père que Vincent aurait mérité. Pauvre Vincent. En pensant à cela, il tâta machinalement le flocon qui traînait au fond de sa poche de sa veste. Au moins, la morphine était une amie fidèle. Il continuait à marcher dans la ville. C'est. 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 Ouais, bon, j'ai pas compris, Artemis. Et il continuait à marcher dans la ville. Au détour d'une rue, il entendit sa chanson diffusée par la radio dans une boutique de prêt-à-porter. Et encore une fois, malgré les déceptions, malgré les espoirs envolés, malgré les années, il se mit à espérer que Sarah l'entende, où qu'elle soit. Pourquoi n'avait-elle jamais répondu? Voilà donc pour le chapitre 9 est enfin... Ah, d'accord. Et bientôt, voilà le chapitre 10. Le dernier chapitre de cette nouvelle. Je prends un petit verre d'eau. Parce que mine de rien, ça épuise un peu de faire que parler à longueur. Mais j'aime bien. Tant que vous appréciez les trucs. Alors je check un truc rapide. Check rapide. Ok. Nous allons pouvoir continuer. Chapitre 10. Les lumières dansaient sous les yeux de Tim, ou plutôt sur ses yeux. Il était allongé sur le dos, à demi inconscient. Un plafond de néon roulait autour de lui, ajouté de soubresauts. Tim se sentait comateux, comme englouti. Comment était-il arrivé là? Ses souvenirs immédiats étaient confus. Quelle heure était-il? Combien de temps s'était-il écoulé depuis son souvenir le plus récent? Il n'était pas fichu de le savoir. L'agitation tout autour de lui l'empêchait de penser. Tim. Tu t'appelles Tim. Se rappeler de son nom, c'était déjà un bon point. Il essaya d'incliner légèrement la tête, mais c'était comme si son corps ne répondait plus. En bougeant les yeux, il vit à travers les fenêtres qui défilaient des flocons de morphine dégringolés du ciel. Non, 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 ça ne va pas du tout. Reprends-toi, Tim, c'est de la neige. La neige tombe du ciel, la neige, pas la morphine. La morphine tombe, non, non, la morphine te fait tomber. Voilà un souvenir. Il était en train de prendre une dose quand? Un hôpital. Voilà pourquoi toute cette, voilà le pourquoi de toute cette agitation. Il était à l'hôpital sur un brancard, une overdose? Probablement. Il n'aurait su le dire, mais c'était la conclusion logique. Les néons clignotaient dans ses yeux à mesure que le brancard progressait dans le couloir. D'autres lumières attiraient son œil sur le côté. Un sapin décoré. Noël. Oui, il s'en souvenait. C'était bientôt Noël. Il avait prévu de le passer seul.
Comme d'habitude, Vincent était avec sa mère. Il avait fêté ses 12 ans quelques jours auparavant. Mais il ne le voyait pas beaucoup. En vérité, il ne le voyait plus beaucoup de monde. Alors que le personnel médical... Ah oui, ouais, ouais, le poulpe, ça va être un délire. On se calme avec le poulpe, les enfants. Moi aussi, regardez ce que je vais sortir. Je vais sortir... attendez. Voilà. Moi aussi, je sors ça. Allez, on continue. C'est la dernière ligne droite. Il reste 2, 3. Il reste. Attendez, je regarde. Il reste une cinquième de page. Oh, Darky Pop, merci pour ton follow. Hop, 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 on voit pas très bien la notif. Merci donc pour ton follow et bienvenue. Installe-toi bien. Bon, on arrive à la fin, mais tu pourras écouter la fin de l'histoire et puis ensuite. Oula, j'ai fait des bêtises. Tu pourras écouter la rediffusion si ça t'intéresse. Bien. Alors que le personnel médical s'agitait autour de lui, il se sentit partir. Était-ce la mort ou le coma? Il semblait encore pouvoir penser. Je pense donc je ne suis pas mort. Il pensait à Vincent, à Polly aussi.